Mike Peter s'est fait ôter la vie pendant la nuit entre le 28 février et le 1er mars 2018. Du coup, voilà, c'est pour dire que c'est une date qui est vraiment importante et que ça m'émeut en fait, que ce soit aujourd'hui qu'on parle de tout ça. On va, avant d'arriver justement au sujet qu'on a envie d'amener justement ensemble, pour montrer l'importance de bien déceler les patterns, en fait, c'est un mot qui a été utilisé ce matin, tous les motifs récurrents qui se passent entre les différentes affaires de violence policière. Il y a énormément de choses qui se ressemblent d'une à l'autre, et c'est extrêmement important de les voir pour pouvoir les analyser, puis pour voir l'ampleur du racisme systémique qui gangrène la société dans laquelle on vit. On va rappeler, comme l'a fait Mo, le rôle essentiel des mobilisations, des collectifs qui organisent des manifestations, parce qu'au-delà du besoin matériel qui est amené, auquel ces collectifs répondent pour accompagner les familles, toute l'actualité que ça permet de couvrir, ça permet que les médias s'y intéressent, ça permet qu'il y ait des relais, c'est crucial. On peut sans autre dire que les cas dont on va parler principalement aujourd'hui ne serait certainement pas encore connu s'il n'y avait pas de telles mobilisations autour. On parle de quelques cas, on peut imaginer qu'il y en a encore pléthore, des cas dont personne n'a eu vent parce qu'il n'y avait personne, ni de famille, ni de collectif, ni d'amis, ni d'ancrage en Suisse pour faire en sorte que ce soit vu. Pour tous ces collectifs, un applaudissement serait bienvenu. Avant du coup d'arriver à ce point-là, je vais parler plus précisément du cas de Enzoï, de la commission qui s'est montée autour. Il y a eu un bon élément de contexte qui a bien montré les aspects dont on va parler maintenant. Pour le contexte, c'est en été 2024 que cette vidéo a été faite en parlant d'une conférence de presse qui a été donnée en 2023 au moment où le procureur menaçait de fermer l'affaire. Cette vidéo, du coup, elle reprend des éléments d'une enquête indépendante qui est menée par l'ONG Border Forensics en ce moment. Et à ce moment-là, il y avait une importance dans l'urgence de faire en sorte que ce dossier ne soit pas classé, de montrer non seulement qu'une personne a fait un usage irrationnel de son arme et de la force, et en plus, et surtout, à ce moment-là, le besoin de montrer que les 3 autres agents présents sur scène n'ont absolument rien fait pour prêter secours, et que c'était une omission de prêter secours, et que ça devait aussi être tenu. Une année après, à savoir en novembre 2024 de l'année dernière, le procureur a décidé de fermer l'affaire avec une ordonnance de classement beaucoup trop longue pour une ordonnance de classement qui dit qu'en gros, se défend lui-même, joue le rôle du juge pour dire qu'il y a eu légitime défense pour le cas de l'agent qui a tiré et que les policiers présents sur scène ont absolument fait le nécessaire pour prêter secours à la victime. C'est une aberration, on en est là aujourd'hui. Le recours a été déposé par la famille et son avocat. On attend, on espère des réponses d'ici à l'été prochain. Il faut rester au courant. Il y a le site de la commission pour ça et les collectifs militants à suivre. La commission, c'est des mots du coup qu'on sort. Je vais prendre le temps qu'il faut pour expliquer tout ça, mais ça va passer assez vite. Une commission d'experts qui s'est montée dans l'année 2023 pour justement faire la lumière sur ce cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une telle commission n'aurait pas dû être montée dans un monde normal. Tout le monde aurait souhaité qu'une commission n'ait pas à faire ce travail-là, que c'était le travail de la justice. Je profite pour dire qu'il y a des experts de cette commission dans la salle et qu'elles sont là largement libres de me reprendre et de compléter. Une commission qui demande la justice, ça veut dire quoi? Qu'on parle d'impunité, c'est pas seulement il ne faut pas voir ça comme simplement l'inverse de punité. Je crois qu'on n'est pas spécialement là pour dire que la punition c'est super. On est là pour dire, au-delà du 2 poids 2 mesures, de savoir ce qui se serait passé si les policiers n'auraient pas été des policiers et que si la personne n'était pas une personne noire comme dans le cas de Enzoï et de Mike Peter et de tous les autres. Au-delà de cette question du 2 poids 2 mesures, on parle de qu'est-ce que ça veut dire l'impunité en tant que signal qui est donné. Or, un signal qui est donné non seulement aux policiers, à la corporation, à cette corporation quand même très particulière de la police, d'une part, à savoir l'impunité, en gros c'est une carte blanche, c'est
et de l'autre part, quel signal est donné aux personnes concernées par le racisme au quotidien. Et du coup, ce que ça rappelle, cette lutte pour l'impunité, ce combat contre l'impunité, excusez-moi, c'est des doubles négations. Ça rappelle non seulement qu'en plus de l'ancrage de la police dans une idéologie et du rôle qui lui est donné de courroie de transmission des violences d'une société qui vise toujours plus les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes démunies et toute une série de minorités, c'est des pratiques policières qui sont nourries par des politiques. De la chaîne pénale jusqu'à l'exécutif, on connaît la question et on en reviendra grâce au collectif Justice for Mike. Les politiques qui sont entreprises pour lutter contre le type de rue sont des politiques racistes. Du coup, il faut absolument, grâce à ça, sortir, et c'est important de sortir de l'idée, du paradigme, du mythe qu'il y a des pommes pourries et qu'il s'agit d'un mauvais casting dans la police. Et ça, c'est absolument crucial, et c'est absolument crucial aussi de rappeler, là où ça a été dit ce matin, et je ne suis pas vraiment d'accord, que non, la justice n'est pas... on ne doit pas aider la justice à adresser le problème du racisme. On ne doit pas... la justice, c'est pas que la justice aimerait bien parler de racisme, mais n'a pas les moyens de le faire. C'est des omissions qui sont volontaires, c'est des omissions qui sont tenues pour protéger cette corporation qui est celle de la police. Et c'est, de manière générale, pour protéger tout un État qu'on sait, après ces 2 jours ici, et de manière générale, qu'on sait raciste et suprémaciste. La commission là-dedans, elle porte le nom d'indépendance, elle parle de faire une enquête indépendante ou d'y participer et d'avoir une vision indépendante. Donc, comme on a pu préciser un peu ce que ça voulait dire contre l'impunité, on va aussi préciser peut-être ce que c'est que l'indépendance. En fait, bien sûr, comme ça a été dit dans la vidéo, qu'est-ce que ça veut dire de faire justice, qu'on voit bien que le système de justice ne le fera pas. Et quand bien même, si les 4 agents étaient punis, au-delà du signal que ça pourrait donner, et que ce serait peut-être un peu mieux, ce ne serait pas ça qui fait justice. L'indépendance, elle a quelque chose d'important, et c'est un point qui a été cité par Chancel avant, c'est de justement ne plus être contraint par le cadre légal, pénal, qui se tient proprement aux 6 minutes dont il est question là. Et on pourrait parler des heures en quoi ça pose problème très concrètement dans le cas d'Enzoï. Ici, on va essayer de passer un peu plus vite là-dessus. Sortir du cadre pénal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à un ministère public qui décide, parce que ça l'arrange, de garder que des aspects techniques, comme disait Chancel très bien, et c'est aussi criant dans le cas de Mike Ben-Peter de dire est-ce qu'il a bien mis son bras là, est-ce qu'il a bien mis son bras là, est-ce qu'il a bien fait ça dans les temps, etc. Et de pouvoir vider absolument toute une action qui est de l'ordre de l'extrême violence à une simple succession de petits gestes juste ou faux. Et ça, l'enquête indépendante, elle permet, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, et c'est ça dont on va parler comme actualité de la commission avant de passer à autre chose, l'enquête indépendante, elle permet ça. Elle permet ça, je vais citer un exemple, il y a une quinzaine d'années, peut-être vous connaissez le cas de Skandervogt. Le cas de Skandervogt, c'est quelqu'un qui a mis le feu à sa cellule, et bien sûr, ça a été relayé comme étant un suicide, et puis on n'est pas allé plus loin. Il y a quand même des audios qui sont sortis de gendarmes qui disaient « Ah, ben il l'a bien cherché, c'était une crapule, s'il a voulu se mettre le feu, en gros, qu'il meurt. » Ces audios, malheureusement, ils sont sortis, malheureusement pour les gendarmes, je dis. Et puis, bien sûr, ça a fait un tollé qui fait qu'il y a une enquête indépendante qui a été menée, qui a été demandée par l'exécutif, parce que quand on demande une enquête indépendante, il faut bien se dire qu'on se heurte à un problème qui est la séparation des pouvoirs. Et pour le futur, ou je ne sais pas, celui qui s'est présenté aux élections, qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parlementaire, etc., ben, il y a une grosse strate à trouver quand même à ce point-là de comment on arrive à faire pression en tant qu'exécutif sur l'institution judiciaire. Ça ne va pas tout régler, mais ce serait déjà pas mal. Ce serait un petit signe de confiance pour les parlementaires, que pourraient faire les parlementaires. Et donc, pour revenir à cette enquête indépendante sur le cas de Skandervogt, le Conseil d'État vaudois, ça se passait dans le canton de Vaud, a demandé cette enquête indépendante en disant dites-nous précisément, s'il vous plaît, est-ce que tout le personnel carcéral a fait tout juste. Ce qu'il a fait, Claude Rouillet, ancien juge fédéral qui était chargé de cette enquête indépendante, il faut se dire qu'à ce moment-là, l'enquête pénale n'était même pas finie.
Ce qu'il a fait, c'est qu'il a adressé toutes les questions. Toutes les questions, il s'est intéressé à la jeunesse de la victime Skandervogt, d'où il est venu, quel était son milieu social, pourquoi il s'est retrouvé en prison, qu'est-ce qu'il faisait en prison. Et les constats qu'il a faits dépassent largement le cas précis pénal. Il a montré à quel point il a eu une enfance défavorisée qui l'a mené à avoir à être suivi beaucoup à faire un travail il a été suivi pour sa santé mentale qui, de par son parcours, était fragilisé. Et il s'est retrouvé, et il a pu tirer un constat, notamment dans cette enquête indépendante, où il a pu dire, en fait, cet homme n'avait avant tout rien à faire en prison. Et que s'il était en prison, il purgeait même pas une peine, il était là comme, on connaît l'arsenal carcéral qui est monté contre les personnes issues de la migration, il était là comme tellement d'autres gens, on parle d'une bonne septantaine, pour pas dire beaucoup plus, de représentation des personnes migrantes dans les prisons, et que c'était un parmi tant d'autres, et qu'il n'avait rien à faire là. C'est ce qu'on essaie de faire, malheureusement, la commission, nous, c'est d'adresser ces questions-là, et la vidéo, déjà, que vous voyez, elle le fait d'une certaine façon, elle montre son enfance, elle montre son cadre de vie, simplement son cadre de vie, ses passions, ses amis, sa famille, à quoi il s'intéressait, etc. Et on peut aller beaucoup plus loin pour justement montrer à quel point la police, dans sa vie de manière générale, a été synonyme de violence. Et si on veut expliquer un cas comme ça s'est passé pendant ces 6 minutes, on va aller de plus en plus large. On peut prendre le moment du tir, t'élargis un peu, tu prends le moment de l'omission de prêter secours, t'élargis un peu, tu te demandes mais pourquoi la centrale elle a appelé alors que les cheminots, ils ont bien dit on a une personne qui est désorientée sur les voies, pourquoi c'est la police qui est venue? Toutes ces questions-là, on peut tirer le fil et on n'ira jamais trop loin. Plus c'est global, plus on arrive à adresser un maximum de problèmes de société, mieux c'est. Parce qu'on n'a pas envie de savoir seulement si ces 4 agents présents ont fait faux, on a envie de savoir en quoi c'est toute une société qui faillit à ce moment-là. Maintenant, je pourrais dire vraiment plein de trucs, mais on va pouvoir se concentrer, je vais un peu ouvrir. Nous, les éléments récurrents qu'on prend pour faire ces liens entre les cas, pour dessiner ces motifs, ces patterns qui se reproduisent d'un cas à l'autre, je vais vous citer quelques-uns, puis après peut-être je te laisse aussi réagir, ou on peut même se lancer avec les questions. Des points importants, c'est d'abord justement l'historique du cas, quel genre de parcours ces personnes ont vécu jusqu'au moment décisif et horrible de la violence ultime de leur mise à mort. Parce qu'on a interrogé, et qu'on a interviewé, qu'on a passé des moments avec les proches d'Enzo, ils racontaient très bien à quel point, elle disait « It's a death by 1,000 pigs ». C'est plein de petits pics qui, au bout d'un moment, va se solder en mort. Et c'est exactement ça. Et à chaque fois, dans les cas, qu'il s'agisse de Mike, de Enzoy, de Lamine et d'autres, on voit à quel point c'est des personnes qui ont été victimes un nombre de fois indécentes de profilage racial. Ça, c'est une chose. Et cet historique du cas et ce continuum de la violence, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire de la victime, le moment décisif de sa mort et en plus de se rendre compte à quel point ça ne s'arrête pas là. Il y a un continuum de la violence qui est perpétué contre la famille des proches, leur impossibilité de suivre, d'avoir accès à une justice digne de ce nom, même si on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et ça, c'est un continuum de la violence qu'il faut absolument adresser. Et il faut absolument adresser, si on veut aller plus loin dans les questions qu'on se pose ce matin de qu'est-ce qu'on veut faire, c'est au moins avouer que la justice est coupable, et tout le ministère public est coupable, etc., et le système carcéral aussi, etc. Et ça, c'est un des éléments, et après, bien sûr, on a des phénomènes, c'est pas le bon terme, mais des éléments qui sont très parlants, c'est le renversement victime-agresseur. Dans les tribunaux, et ça, c'est souvent, bien sûr, mais pas 100% des cas, avec l'aide, comme vous l'avez vu, des médias, qui se permettent de déshumaniser une personne, au point de la rendre moins que rien, de déshumaniser ses proches, de renverser tout d'un coup, de dépeindre la personne comme étant dangereuse, comme étant nocive pour la société. Comme si en fait, au final, on avait donné
carte blanche à des policiers pour mettre à mort une personne pour un délit qu'on peut présumer que la personne aurait commis. C'est faux et ça ne se passe pas comme ça. La police, elle est encore, même si on ne croit pas une meilleure police, on n'en veut juste pas, jusque-lors, elle est censée amener des personnes contre qui il y a une enquête devant un juge et c'est tout. Elle ne peut pas mettre à mort des gens et c'est quand même ça qui se passe. Le traitement médiatique, très important justement pour montrer à quel point c'est un soutien du ministère public et de l'exécutif qui omet toujours de parler de racisme dans ces cas-là. Et puis, après j'ai fait encore une dernière note, mais je crois qu'on peut déjà partir avec ça. Il y a justement la façon dont les enquêtes sont pas menées. Effectivement, il y a des enquêtes qui sont bâclées, des enquêtes qui sont menées à décharge pour voir avec la responsabilité du ministère public et du procureur. On se rappelle, comme on disait, on demande, on revendique, entre autres, un organe de plainte indépendant qui non seulement ne serait pas dépendant de la police, et encore, on en demanderait un qui ne soit pas dépendant du ministère public. Or, dans le canton de Vaud, ils ont mis en place le DISPO, détachement d'investigation spéciale policière, en 2020, sans en parler à personne, à la tête de qui ils ont mis le procureur Laurent May, qui s'occupe du cas de Mike et qui s'occupe du cas de Enzoï, et qui, dans les cas, a complètement agi à décharge. On peut imaginer, en plus du lien qu'il y a entre police et procureur, à quel point il veut sauver toute une corporation, tous ses agents, en décidant arbitrairement de ne pas auditionner certains témoins, en préférant ne pas montrer certaines choses et faire du cherry picking en choisissant ce qui lui arrange pour dresser sa thèse qui l'arrange, à savoir c'était un homme dangereux et au final, s'il a tiré, c'était proportionnel. Donc voilà, ça donne un peu se rendre compte tout le manque qu'il y a autour de ces questions de violence policière et que c'est à des gens, des mobilisations, des expertes de combler avant de pouvoir parler simplement d'humanité. Voilà. Merci Luc. Vous m'entendez? Ah. Oui. Pardon? Justement, merci Louis pour ces éclairages, c'est essentiel parce que c'est vrai que moi personnellement, je peux avouer que je ne maîtrise pas tout ce monde juridique, les juges, les avocats, ces institutions-là, parfois on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, donc merci pour ces éclairages et j'aimerais donner justement la parole à votre prénom, Ariane pour nous dire quelques mots aussi sur le cas de Mike Ben-Peter avant d'ouvrir la session avec le public. Merci. Ouais, avant, je voulais rajouter dans les points qui sont communs un peu à toutes les affaires, la question de la temporalité de la justice qui en fait a pour but de faire basculer les histoires les affaires dans l'oubli. Et puis là, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, ça faisait 7 ans exactement que Mike Ben-Peter avait été assassiné dans une rue juste au-dessus de la gare de Lausanne par 6 agents qui l'ont pressé à terre dans une position qui est techniquement nommée plaquage ventral et qui est malheureusement bien connue en Europe et dans le monde pour ses effets mortifères. Et du coup, ça fait 7 ans, et dans le cas de Mike Ben-Peter, la famille a dû attendre 5 ans avant que le cas soit instruit dans la justice. Elle a dû faire face à 2 acquittements en première instance et au tribunal cantonal. Et là, elle est en ce moment instruite au tribunal fédéral. On attend le résultat, sachant qu'au tribunal fédéral, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de reprise des faits. Enfin, c'est tout basé, les juristes, vous me corrigez, c'est tout basé sur la façon dont a été jugé le cas jusque-là. C'est juste, on peut pas. Et du coup voilà, il y a cette volonté vraiment de faire oublier les faits et de faire perdre
tout le moral en fait aux proches et à la famille dans le combat. Et du coup, ça, c'est vraiment le plus important. Et comme l'a dit Louis tout à l'heure, un gros shout-out à tous les collectifs et toutes les personnes qui continuent à dire leur nom, à parler des affaires, et à se mobiliser dans tous les moments un peu clés pour juste réveiller cette mémoire et que jamais il soit oublié en fait. Et je pense que l'autre aspect qui a été abordé par lui, c'est vraiment l'aspect de la déshumanisation des personnes qui est d'une violence extrême. Et puis, dans l'affaire de Mike Bennett, il y a eu des instructions au procès et il y a eu ce déballage de violence à ce niveau-là, en fait, dans la cour de justice, quoi. Où autant les policiers que le procureur, que tout le monde utilisait ces outils de déshumanisation racistes en parlant d'une personne qui n'avait pas le droit à la souffrance, qui était monstrueux, qui avait une force démesurée. Et puis, voilà, c'est un peu les outils contre lesquels j'ai l'impression qu'il faut que, comme disait Mo avant, on n'attend rien d'eux, mais il faut qu'on combatte ensemble ces effets-là pour garder la force, la dignité et l'amour un peu entre nous. Merci. Merci Louis, merci Ariane, et je rejoins le commentaire parce que c'est vrai qu'il y a tout un jargon dans ce monde-là qu'on ne maîtrise pas forcément. J'ai vu votre hésitation en disant je ne sais pas, est-ce que oui? Et c'est vrai que moi j'ai un petit peu la même aussi quand il s'agit de ces questions-là parce que on n'a pas toujours toute la connaissance des procédures, de leur fonctionnement, etc. etc. Donc c'est le moment d'ouvrir les questions au public. Je suis certaine que justement il y aura peut-être des précisions ou des éclairages qui vont être apportés. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis désolée, ne m'en voulez pas, mais je sais que cette question des violences policières est très sensible. Je vais garder le micro en main, je vais juste vous tendre le micro pour vous laisser vous exprimer, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions et le but c'est aussi que la parole et que le micro circule. Donc les tirades, je suis désolée, je vais devoir faire de mon mieux pour distribuer la parole, donc je vais garder le micro, je vais juste vous le tendre. Ne m'en voulez pas, j'essaie